Maintenant, on va parler donc du premier protocole nécessaire pour le réseau Bitcoin et c'est le comment se connecter au réseau. Donc imaginons que nous venons tout juste de télécharger le Bitcoin Core. On démarre ça, ok? Et là, la première chose qu'on va faire, c'est se connecter au réseau. Mais pour se connecter au réseau, ce qu'il faut faire, c'est connaître donc l'identité d'une machine qui est déjà dans le réseau. D'accord? Donc ça, c'est le concept de bootstrapping. Et donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut trouver cette machine. OK. Donc, pour trouver cette machine, ce que Bitcoin utilise, et bon, évidemment, si on connaît déjà l'adresse IP de quelqu'un, par exemple, on a un ami qui est déjà dans le réseau et il nous donne l'adresse IP. Donc, à ce moment-là, on a juste besoin de plugger leur adresse IP et on est connecté au réseau. Mais si on n'a aucune idée là, qui est dans le réseau, on connaît aucune machine dans le réseau, à ce moment-là, ce qu'on peut se fier, c'est sur le concept là, des DNS seeds. D'accord? Donc, DNS, c'est le système là, de Domain Name System. Donc c'est la façon qu'on est capable là, de convertir là, nos domaines là, de sites web là, en adresse IP. Et donc, c'est lui aussi un système distribué à grande échelle, quoique c'est pas un système qui est tout à fait décentralisé, d'accord? Parce qu'il y a des autorités, c'est un système hiérarchique, il y a des autorités, il y a des serveurs officiels qui gèrent une partie du namespace, là, de l'espace de domaine, tout ça, d'accord? Mais tout de même, c'est un système très commun sur Internet, hautement disponible, quand même assez fiable à utiliser, là, qui peut donc retourner de l'information, c'est-à-dire pour un URL, pour un domaine, nous retourner un adresse IP. Et qu'est-ce qu'on a besoin ici dans Bitcoin? Ben, c'est justement des adresses IP de machines qui sont connectées sur Bitcoin. Donc, comment on peut faire ça? Ben, tout simplement, il y a on va appeler des volontaires, là, mais essentiellement des machines qui fournissent ce service, qui vont enregistrer un site web et vont donc associer le domaine avec l'adresse IP d'une machine qui est présentement connectée sur Bitcoin. Et donc là, les gens qui fournissent ce service doivent s'assurer là, que leur machine reste en vie ou qu'ils sont toujours capables là, de changer l'adresse IP là, à une machine qui va donc servir là, de DNS seed. Donc, c'est comme ça, c'est la façon courante là, de faire le bootstrapping, de trouver une machine dans le système. Donc, évidemment, est-ce que c'est bon ou pas bon? Il y a des avantages, il y a des désavantages. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait là, discuter en cours. Donc, une fois qu'on connaît notre machine, donc nous, on est le nœud A. Et le nœud B, c'est donc le DNS seed, c'est la machine qui est déjà dans le réseau. À ce moment-là, on va faire le protocole de handshake, donc pour pouvoir établir la connexion. Donc le nœud A va envoyer sa version, le nœud B va donc valider cette version, et le nœud B va envoyer une autre version qui va être validée par le nœud A. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec ce concept de version? Donc, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard là, dans quelques semaines. Donc, parce que Bitcoin, c'est un système décentralisé, on ne peut pas non plus là, imposer que toutes les machines roulent la dernière version du code. D'accord? Donc il n'y a aucune autorité qui peut forcer là, une machine là, de rouler la dernière version du code. C'est probablement désirable pour tous, mais il y a des gens qui, pour certaines raisons, ne veulent pas rouler la dernière version du code ou ils ont leur propre code ou des choses comme ça. Donc, une chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que la machine qui se joint au réseau utilise un code avec une version qui est compatible là, avec essentiellement le reste du réseau ou avec la machine qui essaie de bootstrapper. Donc c'est ça ici l'idée là, c'est d'échanger des versions de code et de confirmer est-ce qu'on est compatible avec cette version de code ou non. Okay? Donc c'est ça que A et B sont en train de faire ici et c'est bidirectionnel là, pour que les deux s'assurent qu'ils sont confortables là, avec la version du code qui est utilisée. Okay? Et plus tard, on va voir que donc quand il y a des problèmes d'incompatibilité, quand les gens utilisent des versions qui sont trop différentes, on a un phénomène qui s'appelle le hard fork.
Okay? On va parler de ça, on va parler de ce problème-là et de son impact là, pour Bitcoin là, durant les semaines à venir. Ok, donc ici un exemple d'un DNS site que j'ai trouvé. Ok, donc essentiellement l'idée c'est que vous pouvez aller fouiller sur internet, taper Bitcoin DNS seed ou quelque chose comme ça, et vous êtes capable de trouver là, une liste de domaines comme celui-là ici. Et quand vous faites une requête de DNS, donc un lookup ici de ce domaine-là, éventuellement votre requête va être traitée avec selon le protocole de DNS, et vous allez donc éventuellement rejoindre un serveur DNS qui va donc qui va pouvoir répondre là, cette requête et vous envoyer là, donc une liste d'IP, et ces IP là seraient donc supposément des machines qui sont déjà connectées dans le réseau Bitcoin. Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir n'importe quelle de ces machines là pour pouvoir faire votre handshake initial pour joindre le réseau Bitcoin. Ok, donc ça c'est comment se joindre au réseau, donc trouver son premier voisin pour faire du bavardage. Bon là, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver d'autres voisins? Ok, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres nœuds pour maintenir plus qu'une connexion? Parce que idéalement, on devrait maintenir plusieurs connexions. Donc je pense que dans le code de base de Bitcoin, on dit de maintenir 8 connexions, mais c'est quelque chose qui peut changer. Donc nous, de notre expérience, on a vu que dans notre recherche, on a vu que les machines maintiennent environ 20 à trentaine là, de connexions chacun. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut découvrir d'autres voisins une fois qu'on est connecté? C'est avec un protocole ici là, d'échange d'adresses, d'échange de voisins. Donc, comment ça fonctionne ici? Donc un nœud peut donc à n'importe quel moment informer un autre nœud là, de ses connaissances. Okay? Donc ici, adresse, ce serait l'adresse IP d'un autre nœud que A connaît et qu'il aimerait partager à B. Et si A explicitement veut donc plus d'adresses IP, donc de plus de voisins, peut envoyer la requête getAddress, et B à ce moment-là peut donc retourner une liste là, de voisins qu'il connaît là, dans sa vue partielle là, du réseau. Donc ce processus ici de découverte de paires est extrêmement important, okay, pour la santé du réseau. C'est très important que comme j'ai dit, que les nœuds maintiennent beaucoup de connexions, mais aussi c'est très important que les nœuds vont continuellement là, découvrir et former des nouvelles connexions. Okay? Il devrait toujours avoir comme un mouvement, un va-et-vient là, dans ma vue partielle. Je ne devrais jamais garder là, mes connexions pour trop longtemps. Et donc, ça veut dire que le système devrait encourager les gens donc, à s'échanger de l'information. Donc, si quelqu'un me demande « get address », je devrais essayer de l'aider le plus possible, puis lui envoyer des adresses. Okay? Donc, essayez de penser un peu à ça et essayez de penser pourquoi est-ce que c'est important là, de maintenir découvrir des nouvelles machines et de former des nouvelles connexions. Là. Quand on est dans un réseau public comme Bitcoin, un réseau par pair là, qui est non structuré, pourquoi c'est important de faire ça? Donc, essayez de penser un peu à ça, là. Donc, et on va discuter ça en classe aussi. Donc, une des raisons ici importantes qui justifie pourquoi on doit maintenir des connexions, c'est pour éviter le problème de partition de réseau. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une partition de réseau? Une partition de réseau, donc imaginez ça, c'est le réseau Bitcoin, là, puis que chacun des parts ici, c'est des machines puis qui établissent des connexions. Donc, bon, pour cet exemple, c'est pas important là, que c'est pas important pour nous de comprendre là, pourquoi il y a des couleurs différentes, puis pourquoi il y a des formes différentes ou des flèches différentes. Là. Donc, supposez juste que chaque figure ici, c'est un nœud dans Bitcoin, et les arêtes ici, c'est des connexions là, entre les différentes machines. Donc, en temps normal, le réseau Bitcoin devrait être complètement connecté. C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle machine, je devrais être capable là, de rejoindre n'importe quelle autre machine là, en suivant un chemin. Donc, si j'ai une situation comme ça veut dire que quand je bavarde, quand j'échange des blocs et des transactions avec d'autres machines que je connais, éventuellement, ça devrait rejoindre là, l'entièreté du réseau.
si j'ai une partition de réseau ici comme ça, où j'ai une situation où il manque des connexions entre deux sous-ensembles de sous-réseaux du réseau Bitcoin, donc il pourrait y avoir une partition A, une partition B, et aucune connexion entre les deux. Donc là, à ce moment-là, on a des gros problèmes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, si j'essaie... Donc, essayons d'imaginer qu'un mineur a trouvé son bloc. Donc, a fait son proof of work, a trouvé le bloc gagnant, et là, commence à partager son bloc. Ben, s'il y a une partition de réseau, il y a juste les gens dans la partition elle-même qui va être informés du nouveau bloc. Puis tous les gens ici vont pas connaître le nouveau bloc, puis vont continuer à miner essentiellement miner le même bloc à la même taille. Donc là, on va obtenir une situation où on a deux blocs, deux versions du même bloc là, qui existent là, dans les deux partitions différentes. Donc, est-ce qu'on a le consensus là, dans une situation comme ça? Non, d'accord? C'est-à-dire qu'on a une situation où le Bitcoin n'est pas fonctionnel quand on a des partitions de réseau. Mais là, le problème, c'est que Bitcoin ne peut pas détecter des partitions de réseau. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on peut pas détecter des partitions de réseau? Parce que c'est un réseau décentralisé. C'est un réseau où chacun connaît juste une vue partielle de son monde. OK? Donc, comment est-ce que cette machine-là peut savoir là, qu'elle devrait faire une connexion ici là, pour rejoindre cette partition P. Là. De son point de vue, là, elle a maintenu deux connexions. Peut-être qu'elle trouve que c'est suffisant. Puis à ce moment-là, elle pense que tout est correct. D'accord? Donc, du point de vue de chacune de ces machines individuelles, c'est impossible de savoir qu'il y a une partition de réseau. Okay? Donc, parce qu'il n'y a pas de vue globale, il n'y a pas de coordinateur centralisé, il n'y a pas de gestionnaire il n'y a pas de registre centralisé où chaque machine doit faire un check-in ou des choses comme ça. Ben à ce moment-là, c'est impossible là, pour quelqu'un de détecter qu'il y a une partition de réseau dans le système. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce problème? Ben, c'est justement en adoptant là, les meilleures pratiques possibles pour la santé du réseau, c'est-à-dire maintenir beaucoup de connexions. Donc, le plus, si chaque machine maintient un certain nombre de connexions, donc si la moyenne du nombre de connexions est élevée, ben à ce moment-là, les chances qu'il y ait vraiment une déconnexion comme ça sont faibles. D'accord? Ça ne sera pas nul, mais ça sera très faible. Et d'autre part, ben, il faut aussi essayer de diversifier ces connexions, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps partager, essayer de découvrir là, des nouveaux voisins, essayer de maintenir des connexions avec des nouveaux voisins, parce que si par exemple, on est connecté seulement avec donc imaginons là, que je suis connecté seulement avec des machines qui sont proches de moi, parce que pour des raisons quelconques, imaginons là, que je veux que ça soit rapide, donc je veux que les temps de latence soient rapides avec mes voisins. Donc là, donc si je maintiens juste des voisins qui sont rapides, c'est des gens qui sont dans la même région que moi, mais les chances que par exemple, il y a une panne de réseau, puis là, ça déconnecte notre ville, par exemple, là, du reste du monde. Puis si j'avais juste, si moi je suis pogné avec les gens dans mon... je maintiens des connexions juste avec des gens dans mon réseau local, ben peut-être qu'on va être dans une situation de partition. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de diversifier mes connexions le plus possible là, pour éviter là, de me faire isoler. D'accord? OK. Donc là, par la suite, donc la prochaine étape que les machines doivent faire, c'est synchroniser le registre. Donc, si je commence, puis j'ouvre Bitcoin Core, j'ai pas encore de copie du blockchain. Ok, ma blockchain est vide. Donc la première chose que je devrais faire après avoir donc établi toutes mes connexions et tout ça, c'est d'obtenir une copie complète du blockchain. Donc comment je vais faire ça? Je vais utiliser le protocole là, de partage de blocs. Donc comment ça fonctionne? Je suis le nœud A, je me joins au système. Quand je maintiens une nouvelle connexion avec un nœud B, la première chose qu'on fait, c'est comparer nos blocs. Donc si je suis nœud A puis je connais rien, ben, je vais envoyer un message vite là, pour getBlocks. Okay? Donc là, à ce moment-là, le nœud B obtient ma liste de blocs que je connais. Donc dans le getBlock, bon, si au début c'est vide, ben c'est vide. C'est censé contenir le hash du dernier bloc que je connais.
OK? Donc si le get block des deux nœuds, c'est le même hash, ben, ça veut dire qu'on est parfaitement synchronisé. On connaît on connaît le dernier, on connaît tous le dernier bloc là, du blockchain. S'il y a une différence dans le hash, donc là, à ce moment-là, le nœud B, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est essayer de fouiller dans ses blocs, puis voir, OK, jusqu'à où tu connais. Donc s'il regarde ton hash, puis il voit que ça c'est le hash du bloc 1000, puis en fait, nous on est déjà rendu au bloc 1200, mais il te manque 200 blocs. Donc je vais t'envoyer un inventaire avec ces 200 blocs-là. D'accord? Et dans notre inventaire, on peut mettre 500 blocs maximum. Donc, au début, si je connais aucun bloc, bien évidemment, là, le nœud B va m'envoyer les 500 premiers blocs là, du blockchain de Bitcoin. Okay? Et à ce moment-là, le nœud A reçoit donc la liste d'inventaire et peut aller donc choisir quel bloc il veut avoir. Donc, il peut envoyer get data avec le nom des blocs qu'il veut. Donc, au début, on m'envoie 500 blocs, je connais aucun des blocs, donc j'envoie les 500 blocs. Et là, le nœud B va commencer à traiter là, donc, ma demande, puis m'envoyer les blocs que je veux un après l'autre. OK? Donc, c'est ça, donc la synchronisation de registre. OK? Donc, ce que je viens de décrire, c'est la situation normale où c'est un nouveau nœud qui est vide, qui veut donc synchroniser pour obtenir une copie complète. Donc, il va recevoir 500 blocs. Une fois que les 500 blocs sont téléchargés, il peut peut-être faire un autre get blocks avec le hash du 500e bloc pour que le nœud B lui envoie un nouveau inventaire de 500 nouveaux blocs. L'autre chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que le nœud A n'est pas tenu nécessairement là, de synchroniser au complet son blockchain avec le nœud B. Il pourrait aussi là, contacter plusieurs voisins différents pour demander ces blocs aussi, là, du moment qu'à la fin, il reçoit tous les blocs pour se rendre au dernier bloc actuel. Puisque la blockchain est complètement devrait être synchronisée de façon parfaite, là, éventuellement, là, minus, sans tenir compte là, des problèmes d'incohérence temporelle qu'on a vu là, dans le consensus, ben, je devrais être capable de retrouver tous mes blocs, là, peu importe qui je communique. Bon, ça c'est la situation normale, mais il y a d'autres situations où il pourrait y avoir une synchronisation nécessaire entre le nœud A et le nœud B, pas nécessairement de zéro, mais d'une autre situation où le nœud A manque certains blocs ou a des blocs différents. Donc, une autre question que je vous pose, c'est quelle autre situation nécessite aussi là, une synchronisation de registre comme ça. OK, donc là maintenant, finalement, on arrive là, au concept là, de transmission de nouveaux blocs et de nouveaux transactions. Donc, comment ça fonctionne? Et ça fonctionne aussi avec le concept d'inventaire. Donc, comment ça marche? Donc, si un nœud ici, ça, c'est un système proactif. Donc, quand un nœud vient d'obtenir un nouveau bloc ou une nouvelle transaction. Donc, par exemple, je suis le nœud A, je viens de miner un nouveau bloc, donc je veux le partager avec tout le monde. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais envoyer un inventaire aux autres nœuds en leur disant que que je connais maintenant un nouveau bloc. J'ai un nouveau hash de bloc là, que je peux partager. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité avec le protocole d'inventaire, c'est aussi donc répertorier des nouvelles transactions que je connais. Donc si par exemple, je suis un full node et j'ai reçu des transactions de clients, okay, de clients légers qui m'envoient des transactions. Donc c'est des transactions que j'ai ajoutées dans ma mempool locale. Et maintenant, j'aimerais les envoyer aux autres nœuds pour qu'ils les mettent aussi dans leur mempool. Je peux aussi les répertorier dans mon message d'inventaire. Donc je peux envoyer mon message d'inventaire à n'importe quel moment, de façon périodique, à mes voisins. Et le message d'inventaire contient au maximum 500 items, que ce soit des blocs ou des transactions. Donc là, le nœud B a le choix, okay? Donc reçoit la liste d'inventaire et là peut déterminer, c'est son choix, quel item il veut recevoir. Donc dans l'inventaire, il peut comparer ça avec ce qu'il connaît localement. Ça se peut qu'il ait déjà reçu ces transactions-là ou ces blocs-là d'un autre voisin entre-temps. Donc à ce moment-là, il va pas demander pour ces transactions ou ces blocs. Mais pour les informations qu'il ne connaît pas, ce qu'il va faire, c'est envoyer le get data avec l'identité de ces blocs-là.
et de ces transactions-là, à ce moment-là, le nœud A va servir ces blocs et ces transactions. Donc, tout simplement, c'est un protocole comme ça avec plusieurs échanges là, de messages différents, d'inventaires de get data et de blocs et de transactions. Donc, pour pouvoir partager l'information. Et à ce moment-là, une fois que le nœud B connaît ces blocs et les transactions, va pouvoir envoyer un message d'inventaire à d'autres voisins qu'il connaît, pas nœud A évidemment, parce que c'est lui qui lui a envoyé, mais à d'autres nœuds pour leur dire « Hey, est-ce que vous avez besoin là, de ces blocs ou de ces transactions? » Et va recevoir des requêtes de get data et continue de partager de cette façon-là.